Les rêves de Disney ont inspiré des générations, mais peu savent que tous ne se sont pas réalisés. Dans l'ombre de son héritage magique et brillant, se cachent des histoires de projets aussi ambitieux qu'oubliés, pris entre la fantaisie et l'échec. Que s'est-il passé avec le parc où le naturel était son plus grand ennemi? Ou la terre promise des dragons et des licornes qui n'a jamais vu le jour? Des volcans qui explosent d'adrénaline au château à moitié construit, qui sont maintenant des fantômes d'un avenir qui n'est jamais arrivé. Ces idées abandonnées ne défient pas seulement l'imagination, mais révèlent un côté inconnu et fascinant du monde. Dis-moi, prépare-toi à explorer les rêves brisés et les secrets oubliés d'un géant qui ne cesse de nous étonner. River Country, le parc aquatique oublié. Il a ouvert ses portes en 1976 près du lac Bay, en Floride. Son design brisait les conventions. C'était le premier parc aquatique thématique qui simulait un environnement naturel. Ses criques, cascades et eaux fraîches provenaient du lac voisin, créant l'illusion d'un paradis caché. Cependant, ce paradis a fini par tomber dans l'oubli, et son histoire nous invite à réfléchir sur la façon dont même les idées les plus révolutionnaires peuvent succomber au passage du temps. Le parc n'a pas tardé à gagner l'admiration des visiteurs, notamment pour son ambiance détendue et familiale. Mais au fil des années, la concurrence est devenue féroce. En 1989, Typhoon Lagoon est arrivé avec des attractions plus modernes, et en 1995, Blizzard Beach a encore élevé les standards. River Country a commencé à paraître démodé. Bien que ce ne soit pas le seul facteur de son déclin, les incidents tragiques enregistrés dans ces installations ont laissé une marque indélébile. L'un des cas les plus marquants s'est produit en 1980, lorsqu'un enfant de 11 ans est mort après avoir été infecté par une amide microscopique appelée Naegleria fowleri. Cet organisme, connu sous le nom d'amibe dévoreuse de cerveau, est entré par son nez et a attaqué son système nerveux. Bien que cet événement ne soit pas directement responsable de la fermeture du parc, il a contribué à l'aura sombre qui a commencé à l'entourer. En 2001, Disney a annoncé que River Country fermerait temporairement pour des rénovations. Cependant, il n'a jamais rouvert. Pendant 17 ans, les installations sont restées abandonnées, se transformant en un paysage désolé, où la mousse a remplacé les eaux cristallines. Et l'écho de l'enthousiasme enfantin a été remplacé par un silence inquiétant. Royaume bestial. Le royaume des créatures mythiques. As-tu déjà imaginé un endroit où les mythes prennent vie, où les dragons crachent du feu et où les licornes errent librement? C'était le rêve derrière District Kingdom, une terre fantastique que Disney avait prévue pour son parc Animal Kingdom. Conçue dans les années 1990, cette section promettait d'immerger les visiteurs dans un monde de légendes et de créatures mythiques, offrant une expérience sans précédent dans les parcs à thème. Le concept de District Kingdom était divisé en deux zones principales, l'une dédiée aux créatures bénignes et l'autre aux plus sombres et redoutables. Dans la première, les visiteurs auraient trouvé un jardin majestueux habité par des licornes, des centaures et d'autres créatures de fable, le tout accompagné de musique inspirée du film Fantasia. Une promenade en bateau, appelée Quest for the Unicorn, aurait emmené les aventuriers à travers un labyrinthe enchanté à la recherche de cette créature insaisissable. D'un autre côté, la section sombre promettait des sensations plus intenses. L'attraction principale, Dragon Tower, aurait été des montagnes russes à l'intérieur d'un château en ruine, gardé par un dragon protégeant son trésor. Les visiteurs se seraient embarqués dans une mission pour voler les richesses du dragon, affrontant des défis et des surprises en chemin. Cette combinaison de fantaisie et d'adrénaline visait à attirer un large éventail de public, des familles aux amateurs de sensations fortes. Cependant, malgré la richesse du concept et l'excitation qu'il a suscité parmi les fans, District Kingdom ne s'est jamais matérialisé. Les raisons de son annulation étaient principalement économiques. À cette période, Disney faisait face à des difficultés financières en raison de la faible performance de l'euro, giveaway, et aux coûts élevés de maintenance des animaux réels dans Animal Royaume. Ces circonstances ont conduit la compagnie à prioriser des projets plus économiques et avec un retour sur investissement plus sûr. Disney,
Islande. Le refuge naturel abandonné. Imaginez une île paradisiaque au cœur de la Floride, où la nature et l'aventure s'entrelacent en parfaite harmonie. C'était Disney Island, un oasis de flore et de faune exotique que Disney a inauguré en 1974 à Bellec, près d'Orlando. Pendant 25 ans, cette île a été un sanctuaire pour les oiseaux et les animaux, offrant aux visiteurs une expérience éducative et de conservation unique en son genre. Initialement connue sous le nom de Treasure Island, l'attraction se concentrait sur l'observation des oiseaux et d'autres animaux dans un environnement naturel. Les visiteurs pouvaient explorer des sentiers sinueux, découvrir des espèces rares et apprendre l'importance de la conservation. En 1978, le nom a été changé en Disney Island, pour refléter une mission plus large d'éducation environnementale et de découverte. Au fil des années, l'île a abrité une impressionnante variété d'espèces, y compris des flamants roses, des tortues géantes, des singes capucins et une large gamme d'oiseaux exotiques. De plus, elle disposait d'installations telles qu'un hôpital pour animaux et des programmes de reproduction pour les espèces en voie de disparition. Cet engagement envers la conservation a fait de Disney Island une référence en matière d'éducation environnementale au sein des parcs à thème. Cependant, avec l'ouverture d'Animal Kingdom en 1998, une attraction plus grande et moderne dédiée à la faune, la popularité de Disney Island a commencé à diminuer. La nouvelle offre de Disney proposait des expériences plus vastes et des attractions innovantes, ce qui a conduit à une diminution de l'affluence des visiteurs sur l'île. En avril 1999, Disney a annoncé la fermeture définitive de Disney Island, transférant beaucoup de ses résidents animaux vers les nouvelles installations d'Animal Kingdom. Depuis sa fermeture, l'île est restée dans un état d'abandon, la nature reprenant lentement son territoire. Les structures se sont détériorées et la végétation a recouvert les sentiers et bâtiments qui étaient autrefois pleins de vie. Fire Mountain, la montagne russe volcanique. À quel point cela aurait-il pu être excitant qu'un volcan en éruption soit transformé en montagne russe? C'était la proposition derrière Fire Mountain, un projet ambitieux que Disney a développé à la fin des années 90. Inspirée par le film Atlantide, l'Empire perdu, cette attraction aurait été l'une des plus spectaculaires du parc Magic Kingdom, offrant une expérience unique qui combinait narration, technologie avancée et pure adrénaline. Le concept de Fire Mountain tournait autour d'une narration captivante. Les visiteurs seraient transportés dans une base volcanique cachée, où les personnages d'Atlantide exploraient les mystères des profondeurs terrestres. Les montagnes russes auraient commencé comme un parcours traditionnel, mais se seraient rapidement transformées en une expérience suspendue, avec les wagons pivotants et faisant sentir aux passagers qu'ils volaient à travers l'air, entre des colonnes de feu et des explosions de lave. Ce qui rendait Fire Mountain particulièrement excitant, c'était son design technique innovant. L'attraction prévoyait d'utiliser une combinaison de technologies de montagnes russes, traditionnelles et suspendues, quelque chose de jamais vu auparavant dans un parc Disney. De plus, elle aurait inclus des effets spéciaux avancés pour créer la sensation d'être au cœur d'un volcan actif. Les Imagineers avaient conceptualisé une expérience visuelle et sensorielle complètement immersive, qui promettait de laisser les visiteurs émerveillés. Cependant, le projet a rencontré de multiples obstacles dès le début. La sortie du film Atlantide, l'Empire perdu en 2001, n'a pas eu le succès escompté. Malgré son budget de 120 millions de dollars, le film n'a rapporté que 186 millions, bien en dessous des attentes de Disney. Cette performance commerciale décevante a réduit l'enthousiasme de la compagnie pour développer une attraction basée sur un film qui n'a pas réussi à captiver le public. Villa Mountain, la montagne des méchants, était une idée qui brisait les conventions. Un espace entièrement dédié aux méchants de Disney. Ces figures qui nous fascinent et nous terrifient à la fois. Ce projet aurait été un hommage aux antagonistes les plus mémorables de Disney, de Maléfique à Hadès, et promettait d'offrir une expérience sombre et excitante dans les parcs à thème. Conçu à la fin des années 80, Villa Mountain était une réponse au succès du château de Cendrillon. Mystery Tour, une attraction à Tokyo Disney qui permettait aux visiteurs d'explorer les sombres secrets du château de Cendrillon. Le parcours introduisait les participants dans un monde ténébreux, rempli de magie et de mal,
culminant par une confrontation avec Chernabog, le démon ailé de Fantasia. Ce succès a inspiré les Imagineers à envisager un projet similaire pour les parcs Disney en Occident. Le design de Villa Mountain était basé sur l'idée d'une promenade en gondole qui transporterait les visiteurs à travers les domaines de plusieurs méchants emblématiques. De la tanière sous-marine d'Ursula aux cavernes ardentes d'Hadès, chaque section aurait capturé l'essence de ces personnages avec des effets spéciaux et des décors immersifs. Le clou de l'attraction aurait été une rencontre avec Chernabog, qui déploierait ses ailes dans une démonstration impressionnante de pouvoir et de terreur, avant que les visiteurs ne tombent dans un abîme inattendu. Cependant, tout comme Fire Mountain, Villa Mountain n'a jamais dépassé le stade de développement conceptuel. Les raisons de son annulation ne sont pas tout à fait claires. Mais on suppose que Disney a choisi de ne pas développer une attraction qui pourrait être considérée comme trop sombre pour son public principal, composé en grande partie de familles avec de jeunes enfants. De plus, les coûts élevés et l'absence d'un film spécifique pour soutenir le projet ont contribué à ce qu'il soit archiré. Montagne du mont Fuji, une icône japonaise tronquée. Quelle meilleure façon de rendre hommage à la riche culture japonaise qu'avec une attraction emblématique comme une montagne russe inspirée du mont Fuji. C'était l'idée derrière ce projet ambitieux de Disney pour le pavillon du Japon à Epcot. La montagne du mont Fuji promettait d'être une expérience unique, alliant la majesté de la montagne la plus emblématique du Japon à l'adrénaline d'une montagne russe immersive. Cependant, malgré son potentiel, cette idée ne s'est jamais matérialisée. Le projet a émergé au début des années 1980. Quand Epcot était encore dans ses premières années et cherchait constamment à élargir ses offres culturelles et de divertissement. La montagne russe aurait été une réplique miniature du mont Fuji, avec son sommet enneigé distinctif et sa base volcanique. Les Imagineers avaient prévu que les visiteurs montent progressivement jusqu'au sommet, pour ensuite descendre à toute vitesse sur des pentes simulant les flancs du volcan. L'expérience aurait inclus des effets visuels et sonores conçus pour immerger complètement les passagers dans l'atmosphère de cette merveille naturelle. Cependant, le projet a rencontré un obstacle inattendu. Des conflits de parrainage. À cette époque, Kodak était l'un des principaux sponsors d'Epcot, soutenant le pavillon de l'imagination. Fujifilm, le principal concurrent de Kodak, était en pourparlers pour financer la montagne russe du mont Fuji, ce qui a créé une tension évidente entre les deux entreprises. Kodak, avec sa forte influence au sein de Disney, a effectivement bloqué la possibilité que son rival parraine l'attraction, ce qui a laissé le projet sans les fonds nécessaires pour avancer. En plus des problèmes de parrainage, les coûts élevés de construction et d'entretien du projet représentaient un défi significatif. Disney investissait déjà dans d'autres zones du parc, et l'idée d'ajouter une montagne russe au pavillon du Japon a été reléguée au second plan. Le Palais des Neiges Enchantées. Précurseur de la Reine des Neiges. Saviez-vous que l'histoire derrière la Reine des Neiges a des racines bien plus profondes que vous ne pourriez l'imaginer? Des décennies avant qu'Elsa ne chante Let It Go et ne conquiert le monde, Disney avait déjà exploré l'idée d'un royaume hivernal dans son parc à thème. Le Palais des Neiges Enchantées. Inspiré par le conte classique, La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen, il promettait de transporter les visiteurs dans un pays des merveilles glacées, rempli de magie et d'animatroniques uniques. Ce projet a été conçu dans les années 1970, lorsque Disney cherchait à étendre son offre d'attractions thématiques. L'idée était de construire un palais resplendissant, orné de glaçons brillants et de tas de neige artificielle. Les visiteurs auraient été accueillis par une série de personnages animatroniques, comme des pingouins, des patineurs, des ours polaires joueurs et les emblématiques boules de neige à cornes qui inspireraient plus tard les Snowgeese de Frozen. Le parcours aurait culminé par une rencontre majestueuse avec la Reine des Neiges qui, montée sur une licorne glaciale, aurait émerveillé les visiteurs avec un spectacle de magie glacée. Le palais promettait d'être une œuvre maîtresse technique, combinant des effets d'éclairage avancés avec des mouvements fluides des animatroniques, pour créer une expérience immersive et magique. Cependant, le projet n'a jamais été réalisé. À ce moment-là,
Disney a décidé de donner la priorité à d'autres projets en développement, y compris l'expansion d'Epcot. De plus, la technologie disponible dans les années 70 présentait des défis significatifs pour réaliser une vision aussi ambitieuse. En conséquence, le Palais des Neiges Enchantées a été archivé, attendant le moment propice pour renaître. Ce moment est arrivé des décennies plus tard, avec la sortie de La Reine des Neiges en 2013. Le film, librement inspiré de La Reine des Neiges, est devenu un phénomène mondial, rapportant plus de 1,280 milliards de dollars au box-office. Son succès a stimulé la création d'attractions thématiques, y compris Frozen Ever, After, à Epcot, et la construction d'une zone thématique complète, Frozen Land, à Disney Paris. Disney Singapour. Une opportunité manquée. À quel point l'expérience Disney en Asie aurait-elle été différente si Disney Singapour avait vu le jour? Dans les années 90, Disney et le gouvernement de Singapour ont exploré la possibilité de construire un parc à thème dans cette ville-État prospère. Avec sa position stratégique et son économie en pleine croissance, Singapour semblait être l'endroit parfait pour accueillir un nouveau Disney qui capturerait l'imagination de millions de visiteurs. Cependant, malgré l'enthousiasme initial, le projet ne s'est jamais concrétisé, laissant derrière lui une grande question sur ce qui aurait pu être. L'idée d'un Disney à Singapour a émergé en 1985, lorsque Singapore Airlines a engagé un cabinet de conseil pour développer un plan visant à stimuler le tourisme dans le pays. Le rapport recommandait la création d'un complexe de divertissement comprenant un parc à thème, des hôtels, des restaurants et des centres commerciaux. Avec Disney, étant la marque de divertissement la plus populaire au monde, la collaboration semblait inévitable. De plus, Singapour était le plus grand consommateur par habitant de produits Disney, ce qui garantissait un public fidèle et enthousiaste. Le plan initial incluait un emplacement stratégique dans la zone de Marina Bay, qui deviendrait plus tard le cœur touristique de Singapour. Cependant, les négociations se sont compliquées lorsque Disney a exigé un prix considérablement bas pour les terrains et, en même temps, a cherché à ce que le gouvernement de Singapour assume une grande partie du coût de construction. Ces demandes ont été jugées excessives par les autorités locales, qui ont finalement décidé d'abandonner le projet en 1994. Au lieu de Singapour, Disney a choisi de diriger son attention vers Hong Kong où les négociations se sont avérées plus favorables. Le gouvernement de Hong Kong a couvert environ les 3/4 des coûts de construction, ce qui a permis l'ouverture de Hong Kong. Disney, en 2005. Bien que ce parc ait également rencontré des défis financiers dans ses premières années, il est devenu une destination populaire qui continue de s'étendre. Naradreamland, la réplique japonaise de Disney. En 1961, le Japon a présenté sa propre version de la magie de Disney avec l'inauguration de Naradreamland. Inspiré par le succès de Disney en Californie, ce parc à thème était une création de la compagnie Day, qui cherchait à reproduire l'expérience magique sans payer les licences officielles de Disney. Bien qu'il ait été initialement un succès retentissant, Naradreamland est finalement tombé dans l'oubli, laissant derrière lui un héritage oscillant entre la nostalgie et le mystère. Le design de Naradreamland était étonnamment similaire à celui de Disney. Il comportait un château de contes de fées, une rue principale et une variété d'attractions qui rappelaient celles de son homologue américain. Il avait même sa propre version de personnages emblématiques, comme Ratchan et Dory-chan, deux adorables figures qui remplaçaient Mickey et Finn et Mince. Cette approche a bien fonctionné pendant les premières décennies, attirant des millions de visiteurs annuels. Cependant, tout a changé. En 1983, avec l'ouverture de Tokyo Disney, le premier parc Disney officiel en dehors des États-Unis. Avec son soutien de marque, sa technologie avancée et ses attractions authentiques, Tokyo Disney a rapidement surpassé Naradreamland en popularité. Pour les fans, la comparaison était inévitable et le charme de Naradreamland a commencé à s'estomper. À mesure que la fréquentation diminuait, le parc a fait face à des difficultés financières. En 1993, il a cessé de renouveler ses attractions et en 2001, le nombre de visiteurs avait chuté drastiquement à seulement 400 000 personnes par an. Finalement, en 2006, Naradreamland a définitivement fermé ses portes, laissant ses installations à la détérioration et à la nature.
Pendant des années, le parc abandonné a attiré des explorateurs urbains qui s'aventuraient à documenter l'état ruineux de ses attractions et bâtiments. Des photographies de montagnes russes rouillées, d'un château en déclin et de rues désertes ont largement circulé sur Internet, faisant de Narad-Réanland une icône des lieux abandonnés. En 2017, le parc a été démoli, marquant la fin d'une ère particulière dans l'histoire des parcs à thème. Wonderland, en Chine. Le parc à thème inachevé. Dans les années 90, lorsque le monde était encore fasciné par la magie des parcs, Disney, une entreprise immobilière en Chine, a décidé de créer sa propre version d'un parc à thème rêvé. Wonderland, situé en périphérie de Pékin, promettait de devenir le plus grand parc d'Asie. Une destination capable de rivaliser avec Disney et d'autres grandes attractions internationales. Cependant, ce qui a commencé comme une vision ambitieuse s'est terminé comme un paysage désolé et à moitié construit, un témoignage de rêves brisés et de planification échouée. Le projet, développé par le Rawood Group, était conçu pour couvrir 120 hectares de terrain, avec un château central qui rivaliserait avec celui de Disney, et des zones thématiques inspirées de contes de fées et d'histoires d'antan. Et des fantaisies orientales. La construction a commencé avec de grandes attentes et un calendrier ambitieux, attirant l'attention tant des habitants que des investisseurs internationaux potentiels. Mais en 1998, tout s'est arrêté brusquement. L'histoire derrière cet abandon a de multiples couches. D'une part, ils ont été confrontés à de graves problèmes financiers. Les développeurs n'ont pas pu obtenir le financement nécessaire pour poursuivre le projet, laissant des structures incomplètes et des terrains non développés. D'autre part, des conflits ont surgi avec les agriculteurs locaux qui ont revendiqué les terres qui avaient été expropriées pour construire Wonderland. Ces désaccords juridiques et financiers ont anéanti tout espoir de terminer le parc. Pendant plus d'une décennie, Wonderland est resté comme un squelette vide. Son château à moitié construit, ses tours inachevées et ses zones couvertes de végétation sont devenus un aimant pour les explorateurs urbains, les photographes et les curieux. Les images du lieu désert ont suscité de l'intérêt en ligne, le transformant en une icône de l'abandon en Chine. Finalement, en 2013, le site a été démoli pour faire place à un centre commercial, clôturant un chapitre plein d'intrigues, de mystères. Aujourd'hui, Wonderland ne vit que dans les photographies et dans l'esprit de ceux qui se demandent comment cela aurait été s'il avait été achevé. Disney, la parodie cynique de Banksy. Que se passe-t-il lorsque la magie de Disney se confronte à l'esprit cynique de Banksy? En 2015, l'énigmatique artiste britannique a répondu à cette question avec son installation temporaire appelée Disney. Situé à Weston-super-Mare, une petite ville côtière du Royaume-Uni, ce parc à thème était une satire mordante des idéaux que Disney représente, de la félicité fabriquée au consumérisme effréné. Pendant 5 semaines, Disney a attiré des milliers de visiteurs qui ont expérimenté une version sombre et tordue d'un parc d'attractions. Disney n'était pas un endroit pour les enfants. Dès le moment où les visiteurs entraient, ils étaient accueillis par un personnel qui agissait délibérément de manière maussade, en contraste direct avec la courtoisie exagérée des employés de Disney. Au cœur du parc se trouvait une version délabrée du château de la Belle au bois dormant, qui ressemblait plus à une maison hantée qu'à un symbole de conte de fées. À l'intérieur, un carrosse renversé avec des mannequins de paparazzi prenait des photos de la scène, une critique directe de l'obsession pour les célébrités. Le parc comprenait également une série d'installations artistiques qui exploraient des thèmes sociaux et politiques. D'un lac rempli de bateaux de réfugiés à un jeu de foire où les participants tiraient sur des caméras de surveillance, chaque pièce invitait à la réflexion et remettait en question les valeurs modernes. Parmi les œuvres remarquables se trouvait une sculpture d'Ariel, la petite sirène, déformée et pixelisée comme une critique de l'utilisation excessive de la technologie dans les médias. Bien que Disney n'ait été ouvert que à septembre 2015, son impact a été durable. Les billets se sont rapidement épuisés et l'installation a attiré des visiteurs du monde entier, générant des débats sur le rôle de l'art dans la critique sociale. Après sa fermeture, Banksy a démantelé le parc et a fait don d'une grande partie des matériaux pour construire des abris dans la bande de Gaza. Représentation post-apocalyptique de Disney. Imaginez un monde où les parcs Disney sont en ruine, abandonnés par l'humanité et engloutis par la nature.
Cette vision inquiétante a été explorée par plusieurs artistes contemporains, tels que Michael Disney et Philip Hadès, qui ont créé des œuvres montrant un avenir sombre pour les icônes les plus aimées du divertissement. Ces représentations post-apocalyptiques ne fascinent pas seulement par leur esthétique, mais nous invitent également à réfléchir sur la fragilité des rêves humains. Disney utilise des outils numériques pour imaginer des châteaux en ruine, des rues envahies par la végétation et des personnages animatroniques rouillés. Dans l'une de ses œuvres les plus célèbres, le château de Cendrillon apparaît comme une structure fantomatique, entourée d'arbres tordus et de brouillard épais. D'un autre côté, Oda utilise des techniques de modélisation 3D pour créer des images de personnages comme Mickey Mouse, Olaf et Buzz l'éclair, dans des états de délabrement complet. Ces représentations ont capté l'attention du public par leur capacité à transformer la nostalgie en mélancolie. Au-delà de leur impact visuel, elles suscitent également des discussions sur l'impact du consumérisme et la fugacité des constructions humaines. Les œuvres de Philip Hadès ont été utilisées dans des campagnes de sensibilisation environnementale, soulignant comment même les monuments les plus emblématiques peuvent être repris par la nature s'ils ne reçoivent pas les soins appropriés.